Lecture des nouvelles remarques sur les psychonévroses de défense de Sigmund Freud, paru en 1896. Dans un petit article publié en 1894, j'ai regroupé sous le terme de psychonévrose de défense l'hystérie, les obsessions, ainsi que certains cas de confusion hallucinatoire aiguë, car un aspect commun à ces affections s'était révélé. Leurs symptômes apparaissaient par le biais d'un mécanisme psychique de défense inconsciente, c'est-à-dire au cours de la tentative de refouler une représentation incompatible qui était entrée en opposition douloureuse avec le moi du malade. Dans certains passages d'un livre publié depuis par le docteur Joseph Breuer et moi-même, Études sur l'hystérie, j'ai pu expliquer et illustrer par des observations cliniques comment il convient de comprendre ce processus psychique de défense ou de refoulement. Ces mêmes passages contiennent également des informations sur la méthode laborieuse mais entièrement fiable de la psychanalyse dont je me sers dans ces recherches qui sont simultanément une thérapie. Mes expériences au cours de ces 2 dernières années de travail m'ont renforcé dans mon inclination à faire de la défense le cœur du mécanisme psychique des névroses mentionné plus haut. Ces expériences m'ont par ailleurs permis de fournir à cette théorie psychologique un fondement clinique. À mon propre étonnement, je suis parvenu à quelques solutions simples, bien que très circonscrites, du problème des névroses dont je voudrais rendre compte brièvement et de façon provisoire dans les pages qui suivent. Il m'est impossible, dans ce genre de publication, de joindre à mes affirmations les preuves dont elles ont besoin, mais j'espère pouvoir m'acquitter de cette obligation dans une présentation ultérieure détaillée de mon travail. Section 1. L'étiologie spécifique de l'hystérie. Dans des publications antérieures, Breuer et moi-même avons déjà soutenu que les symptômes de l'hystérie ne deviennent compréhensibles que si l'on remonte aux expériences qui agissent de façon traumatique, et que ces traumatismes psychiques se rapportent à la vie sexuelle du malade. Ce que j'ai à ajouter aujourd'hui en tant que résultat univoque des analyses que j'ai menées à bien sur 13 cas d'hystérie concerne d'une part la nature de ces traumatismes sexuels et d'autre part la période de la vie où ils ont eu lieu. Il ne suffit pas pour causer chez une personne l'hystérie que surgisse à un moment quelconque de sa vie une expérience qui touche d'une manière ou d'une autre à sa vie sexuelle et qui devient pathogène par la libération et la répression d'un affect douloureux. Ces traumatismes sexuels doivent plutôt appartenir à la petite enfance et leur contenu doit consister en une irritation réelle des organes génitaux. J'ai trouvé cette condition spécifique de l'hystérie, avoir été sexuellement passif au cours de la période présexuelle, remplie dans tous les cas d'hystérie que j'ai eus en analyse. Il est à peine besoin de mentionner que l'exigence des dispositions héréditaires trouve ses prétentions très fortement diminuées par les facteurs étiologiques accidentels proposés ici. Par ailleurs, une telle approche nous ouvre la possibilité de comprendre la fréquence bien plus grande de l'hystérie chez le sexe féminin, car celui-ci, même dans l'enfance, attire davantage les attaques sexuelles. Les objections les plus immédiates contre ce résultat seraient probablement les suivantes. Des attaques sexuelles contre des petits-enfants se produisent trop souvent pour que l'on accorde à leur constatation une valeur étiologique. Ou bien, de telles expériences demeurent nécessairement sans effet pour la raison précise qu'elles concernent un être qui n'est pas encore développé sexuellement. Ou encore, on devrait se garder, lors de l'examen médical, de pousser les malades vers ces prétendues réminiscences, tout comme de croire aux histoires romanesques qu'ils inventent eux-mêmes. En réponse aux 2 dernières objections, il convient d'opposer la demande suivante. Personne ne peut s'aventurer à formuler des jugements péremptoires sur ce domaine obscur tant qu'il n'a pas employé la seule méthode capable d'élucider ces choses. On élimine l'argument essentiel des 2 premières objections en faisant remarquer que ce ne sont pas les expériences elles-mêmes qui agissent sur la personne de manière traumatique, mais leur restimulation sous la forme du souvenir une fois que l'individu est entré dans l'âge de la maturité sexuelle. Mes 13 cas d'hystérie étaient tous des cas graves. Tous étaient malades depuis de nombreuses années. Certains sortaient d'un traitement long et infructueux dans des institutions spécialisées. Les traumatismes infantiles que l'analyse a permis de découvrir chez ces malades durent tous être qualifiés de dommages sexuels graves.
Il y avait même, chez certains d'entre eux, des choses vraiment abominables. Parmi les personnes qui se sont rendues coupables de tels abus aux conséquences graves pour les victimes, on trouve tout d'abord les nourrices, les gouvernantes et autres domestiques auxquels on remet la garde des enfants avec trop d'insouciance. Les enseignants, par ailleurs, figurent hélas fréquemment parmi les coupables. Cependant, dans 7 des 13 cas, les auteurs de ces agressions sexuelles étaient des enfants innocents, généralement des garçons qui avaient entretenu pendant des années des relations sexuelles avec une sœur un peu plus jeune. Le cours des événements était à chaque fois le même, comme il a été possible de l'établir avec certitude dans certains cas. Le garçon avait été abusé par une personne de sexe féminin. En conséquence, la libido s'était éveillée chez lui de façon précoce, et quelques années plus tard, il avait répété dans des agressions sexuelles contre sa sœur exactement les mêmes procédures que celles auxquelles on l'avait lui-même soumis. Il me faut exclure la masturbation active de la liste des actes sexuels nocifs et pathogènes de la petite enfance. Même si on la trouve si fréquemment associée à l'hystérie, cela provient du fait que la masturbation elle-même est plus souvent qu'on ne le pense la conséquence de l'abus ou de la séduction. Il n'est pas rare du tout que par la suite, les deux parties de ce couple infantile tombent malades et soient sujets à des névroses de défense, le frère souffrant d'obsession, la sœur d'hystérie, ce qui donne bien évidemment l'apparence d'une disposition névrotique familiale. Cette pseudo-hérédité se résout parfois d'une façon étonnante. Dans l'un des cas que j'ai pu observer, le frère, la sœur et un cousin un peu plus âgé étaient malades. L'analyse que j'ai entreprise avec le frère m'a appris qu'il souffrait des reproches qu'il se faisait d'être responsable de la maladie de sa sœur. Il avait lui-même été séduit par son cousin et il était connu dans la famille que ce dernier avait été victime de sa nourrice. Je ne puis indiquer avec certitude la limite d'âge supérieur en deçà de laquelle les dommages sexuels jouent un rôle dans l'étiologie de l'hystérie, mais je doute que l'expérience de la passivité sexuelle puisse être refoulée après la période qui va de la 8e à la 10e année, si elle n'a pas été préparée à cela par des expériences antérieures. La limite d'âge inférieur remonte aussi loin que le souvenir, c'est-à-dire jusqu'à l'âge d'un an et demi ou 2 ans. Dans nombre de mes cas, le traumatisme sexuel a eu lieu au cours de la 3e, de la 4e année. Je n'aurais pas accordé ma croyance à ces découvertes étranges si le développement subséquent de la névrose chez les personnes impliquées n'avait établi leur entière fiabilité. Dans chaque cas, un certain nombre de symptômes, d'habitudes et de phobies pathologiques ne peuvent s'expliquer que par le retour à ces expériences infantiles. De même, la structure logique des manifestations névrotiques rend impossible un rejet de ces souvenirs conservés fidèlement qui s'échappent soudain de l'enfance pour refaire surface. Il serait bien évidemment vain de vouloir interroger un hystérique sur ses traumatismes infantiles en dehors du cadre de la psychanalyse. Leur trace n'est pas à rechercher dans le souvenir conscient, mais uniquement dans les symptômes de la maladie. Toutes les expériences et excitations qui, dans la période après la puberté, préparent ou provoquent l'apparition de l'hystérie n'agissent sur la personne que parce qu'elles ravivent la trace amnésique de ses traumatismes d'enfance, qui ne devient pas alors consciente, mais conduit à une libération d'affect et au refoulement. Ce rôle des traumatismes ultérieurs s'accorde bien avec le fait qu'ils ne sont pas soumis aux conditions strictes des traumatismes infantiles, mais peuvent varier dans leur nature et leur intensité de la subjugation sexuelle réelle à de simples rapprochements sexuels, à la perception d'actes sexuels effectués par d'autres personnes ou bien à l'écoute de propos sur les processus sexuels. Dans ma première publication sur les névroses de défense, j'avais laissé sans réponse la question suivante. Comment se fait-il que les efforts de la personne alors saine pour oublier cette expérience traumatique puissent avoir pour résultat le fait de parvenir réellement au refoulement voulu et par là même d'ouvrir la porte à la névrose de défense? Cela ne pouvait pas tenir à la nature de l'expérience elle-même, puisque d'autres personnes restent saines tout en étant soumises aux mêmes causes immédiates. Il n'était donc pas possible d'expliquer entièrement l'hystérie par l'effet du traumatisme. Il fallait reconnaître que la capacité à une réaction hystérique existait déjà avant le traumatisme. L'action posthume du traumatisme sexuel infantile peut maintenant remplacer, entièrement ou partiellement, la disposition hystérique indéterminée.
Le refoulement du souvenir d'une expérience sexuelle douloureuse, faite à une période de plus grande maturité, ne réussit qu'aux personnes chez qui cette expérience peut réactiver la trace amnésique d'un traumatisme d'enfance. Les obsessions ou représentations obsessionnelles présupposent également une expérience sexuelle infantile. L'étiologie de ces deux psychonévroses de défense se trouve maintenant reliée de la façon suivante à l'étiologie des deux névroses simples, la neurasthésie et la névrose d'angoisse. Ces deux dernières affections sont des effets directs de ces dommages sexuels eux-mêmes, ainsi que je l'ai exposé dans un article sur les névroses d'angoisse publié en 1895. Les deux névroses de défense sont des conséquences indirectes de dommages sexuels qui ont agi sur le malade avant son entrée dans la maturité sexuelle. Ce sont donc des conséquences des traces amnésiques psychiques de ces dommages. Les causes actuelles qui provoquent la neurasthésie et la névrose d'angoisse jouent souvent parallèlement le rôle de facteur causal de réanimation pour les névroses de défense. Par ailleurs, les causes spécifiques des névroses de défense, les traumatismes infantiles, peuvent en même temps servir de base au développement ultérieur de la neurasthésie. Enfin, il n'est pas rare qu'une neurasthésie ou une névrose d'angoisse perdure non du fait de dommages sexuels actuels, mais par le souvenir persistant et actif de traumatismes infantiles. Section 2. Nature et mécanismes de la névrose obsessionnelle. Les expériences sexuelles de la petite enfance ont la même importance dans l'étiologie de la névrose obsessionnelle que dans celle de l'hystérie. Mais il ne s'agit plus, comme dans l'hystérie, de passivité sexuelle, mais d'agression accomplie avec une sensation de plaisir et de participation à des actes sexuels accompagnés d'une sensation de plaisir. Il est donc question d'activité sexuelle. Cette différence dans les circonstances étiologiques va de pair avec le fait que le sexe masculin apparaît de façon privilégiée dans les cas de névrose obsessionnelle. Dans tous les cas de névrose obsessionnelle que j'ai trouvé par ailleurs un substrat de symptômes hystériques que l'on pouvait faire remonter à une scène de passivité sexuelle ayant précédé l'acte sexuel accompagné d'une sensation de plaisir. Je suppose que cette coïncidence entre passivité et activité correspond à une règle et que l'agression sexuelle prématurée présuppose toujours une expérience préalable de séduction. Mais pour ce qu'il en est précisément de l'étiologie de la névrose obsessionnelle, je ne suis pas encore en mesure de fournir un exposé complet à ce sujet. J'ai simplement l'impression que la décision sur le dilemme pathologique dépend des circonstances temporelles du développement de la libido. La nature de la névrose obsessionnelle peut être exprimée en une formule simple. Les représentations obsessionnelles sont à chaque fois des reproches transformés, ressurgis du refoulement, qui se rapportent toujours à un acte sexuel dont l'accomplissement dans l'enfance s'accompagnait de plaisir. Il est nécessaire pour expliciter cette affirmation de décrire le cours typique d'une névrose obsessionnelle. Dans la première période, celle de l'immoralité infantile, ont lieu les événements qui contiennent le germe de la future névrose. Tout d'abord dans l'enfance la plus reculée, les événements de séduction sexuelle qui rendent ensuite possible le refoulement, et puis après, les actes d'agression sexuelle contre l'autre sexe qui apparaîtront plus tard sous la forme d'actions impliquant un reproche. Cette période atteint sa fin avec l'arrivée de la maturation sexuelle. Maintenant, un reproche se rattache au souvenir de ces actes qui s'accompagnaient d'une sensation de plaisir, et le lien avec l'expérience initiale de passivité sexuelle permet de refouler ces actes et de les remplacer par un symptôme primaire de défense. Les scrupules, la honte et la méfiance à l'égard de soi sont les symptômes qui marquent le début de la troisième période, apparemment celle de la santé, en réalité celle de la défense couronnée de succès. La période suivante, celle de la maladie, se caractérise par le retour des souvenirs refoulés, c'est-à-dire par l'échec de la défense. À cet égard, nous sommes dans l'indécision quant à la question de savoir si le réveil se produit plus souvent de façon accidentelle et spontanée, ou s'il est pour ainsi dire l'effet secondaire de troubles sexuels effectifs. Mais les souvenirs ranimés et les reproches formés à partir d'eux ne pénètrent jamais intacts dans la conscience. Au contraire, ce qui devient conscient sous la forme de l'obsession et de l'affect compulsif et se substitue aux souvenirs pathogènes dans la vie consciente sont des formations de compromis entre les idées refoulées et celles qui servent au refoulement. Pour décrire avec clarté et avec un degré de pertinence vraisemblable les processus du refoulement, du retour du refoulé et de la formation des représentations de compromis,
Il faudrait se résoudre à adopter certaines suppositions précises concernant le substrat des événements psychiques et de la conscience. Tant que l'on veut éviter cela, il faut se contenter des remarques suivantes au sens plutôt figuré. Il existe deux formes de névrose obsessionnelle selon que le contenu mnésique de l'acte impliquant le reproche force seul son entrée dans la conscience, ou selon que l'affect de reproche y pénètre également. Le premier cas est celui des obsessions ou représentations obsessionnelles typiques, où le contenu capte l'attention du malade et où celui-ci ne ressent comme affect qu'une sensation indéterminée de déplaisir, alors que seul l'affect du reproche aurait convenu au contenu de cette représentation obsessionnelle. Le contenu de l'obsession est déformé de deux façons par rapport au contenu de l'action compulsive accomplie dans l'enfance. Premièrement, quelque chose d'actuel remplace le passé. Deuxièmement, le caractère sexuel est substitué par quelque chose d'analogue qui n'est pas sexuel. Ces deux modifications sont l'effet de la tendance au refoulement toujours en vigueur que nous attribuerons au moi. L'influence du souvenir pathogène ranimé se manifeste dans le fait que le contenu de la représentation obsessionnelle est encore partiellement identique au refoulé ou dérive de lui par un enchaînement de pensées logiques. Si l'on reconstruit à l'aide de la méthode psychanalytique la naissance d'une représentation obsessionnelle isolée, on trouve alors que, partant d'une même impression actuelle, deux enchaînements de pensées différents sont impulsés. Le premier, qui passe par la voie du souvenir refoulé, s'avère être dans sa construction aussi correct logiquement que le second, même s'il est incapable de devenir conscient et d'être corrigé. Si les résultats des deux opérations psychiques ne coïncident pas, cela ne conduit pas à une sorte d'ajustement logique de leurs contradictions, mais en plus du résultat intellectuel normal, une représentation obsessionnelle qui semble absurde vient à la conscience sous la forme d'un compromis entre la résistance et le résultat de pensées pathologiques. Quand les deux enchaînements de pensées aboutissent à la même conclusion, ils se renforcent mutuellement, si bien qu'un résultat de pensée obtenu normalement se comporte maintenant psychologiquement comme une obsession. Ou que la compulsion névrotique apparaisse dans le psychique, elle provient du refoulement. Les représentations obsessionnelles ont pour ainsi dire un cours psychique forcé qui n'est pas dû à leur propre valeur, mais à la source d'où elles proviennent ou à la source qui a contribué à leur valeur. Une deuxième configuration de la névrose obsessionnelle se produit quand ce n'est pas le contenu mnésique refoulé, mais le reproche refoulé également qui impose une représentation de lui-même dans la vie psychique consciente. L'affect du reproche peut se transformer par un ajout psychique en un affect quelconque de déplaisir. Une fois que cela a eu lieu, il n'y a plus rien qui empêche cet affect de substitution de devenir conscient. Ainsi, le reproche d'avoir accompli un acte sexuel dans l'enfance se transforme facilement en honte, en angoisse hypocondriaque, en angoisse sociale, en angoisse religieuse, en une crainte délirante d'être observé, en crainte de la tentation, etc. Le contenu mnésique de l'action qui fait l'objet du reproche peut de cette façon être représenté dans la conscience en compagnie d'autres éléments, ou bien être rejeté en arrière de la conscience, ce qui rend le diagnostic beaucoup plus difficile. De nombreux cas que l'on considère après un examen superficiel comme des cas d'hypocondrie ordinaire appartiennent en fait au groupe des affects compulsifs. Les neurasthésies périodiques ou mélancolies périodiques semblent en particulier se réduire avec une fréquence insoupçonnée à des affects compulsifs ou des obsessions. Il s'agit là d'une découverte qui n'est pas sans importance d'un point de vue thérapeutique. Parallèlement à ces symptômes de compromis qui signifient le retour du refoulé et donc l'échec de la défense créée au début, la névrose obsessionnelle forme une série de nouveaux symptômes d'une toute autre origine. En effet, le moi cherche à se défendre de ces dérivés du souvenir refoulé initialement et produit dans ce combat défensif des symptômes que l'on pourrait regrouper sous le terme de défense secondaire. Ce sont tous des mesures de protection qui ont fait un bon travail dans la lutte contre les obsessions et les affects compulsifs. Si ces aides parviennent réellement dans le combat défensif à refouler à nouveau les symptômes du retour du refoulé qui s'impose au moi, alors la compulsion se transfère sur les mesures de protection elles-mêmes et crée une troisième configuration de la névrose obsessionnelle, les actions compulsives. Ces actions ne sont jamais primaires, leur contenu est toujours une défense, jamais une agression. L'analyse psychique
montrent que, malgré leur bizarrerie, elles sont à chaque fois entièrement explicables par un retour aux souvenirs obsessionnels qu'elles combattent. La défense secondaire contre les obsessions peut s'effectuer par un détournement violent de l'attention vers d'autres pensées dont le contenu est autant que possible contraire de ces obsessions. C'est pourquoi la compulsion à ruminer, quand elle s'impose avec succès, porte généralement sur des choses abstraites et suprasensibles, parce que les représentations refoulées ont toujours à voir avec la sensualité. Ou bien le malade tente de devenir maître de chacune de ses idées obsessionnelles par le travail logique de la pensée et en faisant appel à ses souvenirs conscients. Cela le conduit à une compulsion à penser et à examiner et à une manie du doute. La préférence donnée à la perception par rapport aux souvenirs conduit puis contraint les malades à rassembler et à conserver tous les objets avec lesquels ils sont entrés en contact. La défense secondaire contre les affects compulsifs produit une série encore plus grande de mesures de protection aptes à se transformer en actes compulsifs. On peut regrouper ces actes d'après leur tendance. Mesures de pénitence, mesures de précaution, mesures provoquées par la crainte de la trahison, mesures visant l'étourdissement de l'esprit. Parmi ces actions et ces impulsions compulsives, les phobies sont les plus importantes dans la mesure où elles circonscrivent l'existence du malade. Il existe des cas où on peut observer comment la compulsion se transfère de la représentation ou de l'affect à la mesure de protection. Il en existe d'autres où la compulsion oscille périodiquement entre le symptôme du retour du refoulé et celui de la défense secondaire. Par ailleurs, il y a d'autres cas où aucune représentation obsessionnelle n'est formée, mais où le souvenir refoulé est représenté immédiatement par ce qui semble être une mesure de protection primaire. On saute dans ces cas-là directement au stade qui, dans les autres cas mentionnés, ne clôt le cours de la névrose obsessionnelle qu'après le combat défensif. Les cas graves de cette affection se terminent par la fixation d'actions rituelles, par la manie du doute généralisé ou par une existence d'excentrique conditionnée par des phobies. Le fait que l'obsession et tout ce qui en dérive n'éveille aucune croyance chez le malade provient de ce que, lors du premier refoulement, le symptôme défensif du scrupule moral a été formé et s'est forgé une valeur compulsive. La certitude d'avoir vécu une vie morale durant toute la période où la défense s'effectue avec succès rend impossible de croire aux reproches inclus dans l'obsession. C'est seulement de façon passagère, lorsqu'une nouvelle représentation obsessionnelle surgit ici ou là, dans les moments d'épuisement mélancolique du moi, que les symptômes pathologiques du retour du refoulé parviennent à forcer la croyance. Le caractère compulsif des formations psychiques décrites ici n'a rien à voir avec la reconnaissance qui découle du crédit que leur porte le malade. Et il ne faut pas non plus confondre ce caractère avec le facteur que l'on désigne sous le terme de force ou d'intensité d'une représentation. Son caractère essentiel est plutôt l'indissolubilité face à l'activité psychique susceptible d'être consciente, et ce caractère ne subit aucune altération si la représentation à laquelle s'attache la compulsion devient plus forte ou plus faible, plus intense ou moins éclairée ou investie d'énergie, etc. La cause de l'invulnérabilité de la représentation obsessionnelle et de ses dérivés n'est pourtant que son lien avec le souvenir refoulé de la petite enfance. Car si l'on parvient à rendre ce lien conscient, ce pourquoi les méthodes psychothérapeutiques semblent déjà suffire, alors l'obsession et son caractère compulsif sont également dissous. Section 3. Analyse d'un cas de paranoïa chronique. Je nourris depuis bien longtemps la suspicion que la paranoïa est également une psychose de défense, ce qui signifie qu'elle procède comme l'hystérie et les obsessions du refoulement de souvenirs douloureux, et que ces symptômes sont déterminés dans leur forme par le contenu du refoulé. La paranoïa devrait suivre une voie ou un mécanisme du refoulement qui lui est propre, tout comme l'hystérie effectue le refoulement par la voie de la conversion dans l'innervation somatique, ou la névrose obsessionnelle par la substitution. J'avais observé de nombreux cas qui allaient dans le sens de cette interprétation, mais je n'avais encore trouvé aucun cas qui pouvait lui servir de preuve, jusqu'à ce qu'il m'ait été offert il y a quelques mois, par la bonté de monsieur le docteur Joseph Breuer, de soumettre à une psychanalyse à but thérapeutique le cas d'une femme intelligente de 32 ans, auquel on ne pourra pas refuser le qualificatif de paranoïa chronique. Je rapporte ici déjà quelques-uns des éclaircissements obtenus au cours de ce travail analytique, car je n'ai d'autre intention que d'étudier la paranoïa dans des cas très isolés,
et tient pour possible que ces remarques puissent inciter un psychiatre, bien plus habilité que moi sur ces questions, à attribuer sa juste valeur au facteur de la défense dans la discussion si vive actuellement sur la nature et le mécanisme psychique de la paranoïa. Sur la base de l'observation présente de ce cas unique, loin de moi bien sûr toute intention autre que celle-ci, ce cas est une psychose de défense, et il devrait y en avoir d'autres dans le groupe des paranoïas. Madame P, 32 ans, mariée depuis 3 ans, mère d'un enfant de 2 ans, est la fille de parents qui ne souffrent pas de maladies nerveuses. Par contre, son frère et sa sœur sont à ma connaissance également névrosés. Il n'est pas clair si elle n'a pas été passagèrement déprimée et confuse dans ses jugements au milieu de la vingtaine. Ces dernières années, elle était en bonne santé et capable d'agir jusqu'à ce que, 6 mois après la naissance de son enfant, elle ait laissé apparaître les premiers signes de sa présente maladie. Elle se referma sur elle-même, devint méfiante, montra de l'aversion à l'égard de la fréquentation des frères et sœurs de son mari, et se plaignait de ce que les voisins dans la petite ville où elle habitait ne se comportaient plus comme avant et faisaient preuve à son égard d'impolitesse et de manque de considération. Ces plaintes augmentaient progressivement en intensité, mais pas en précision. Les gens avaient quelque chose contre elle, même si elle n'avait pas la moindre idée de ce que cela pouvait être. Mais il ne faisait pas de doute pour elle que tout le monde lui manquait de considération et faisait tout pour la blesser. Elle se cassait la tête pour savoir d'où cela venait, mais elle ne savait pas. Quelque temps plus tard, elle se plaignit qu'elle était observée, qu'on devinait ses pensées, et que tout le monde savait ce qui se passait chez elle à la maison. Un après-midi, elle eut soudain la pensée qu'on l'observait le soir quand elle se déshabillait. Dès lors, elle employait pour se déshabiller des mesures de précaution des plus compliquées. Elle se glissait dans l'obscurité dans son lit et se déshabillait d'abord sous la couverture. Comme elle évitait toute relation humaine, se nourrissait mal et était d'humeur très dépressive, elle fut envoyée dans un établissement hydrothérapique au cours de l'été 1895. De nouveaux symptômes apparurent durant cette cure, tandis que les anciens symptômes se renforçaient. Dès le printemps de cette même année, elle avait ressenti une sensation au bas-ventre, alors qu'elle était seule avec sa femme de chambre, et avait pensé que la jeune fille avait eu à cet instant une pensée indécente. Cette sensation se fit au cours de l'été plus fréquente jusqu'à devenir continue. Elle sentait ses organes génitaux comme on sent une main lourde. Elle se mit ensuite à voir des images qui l'effrayaient, des hallucinations de femmes nues, particulièrement du bas-ventre de la femme avec ses poils pubiens, parfois également des organes génitaux masculins. L'image du bas-ventre avec les poils pubiens et la sensation des organes dans le bas-ventre venaient le plus souvent ensemble. Ces images devinrent une véritable torture pour elle, car elles lui apparaissaient régulièrement quand elle était en compagnie d'une femme, et se joignit à cette apparition l'interprétation selon laquelle elle voyait cette femme dans sa nudité la plus indécente, et qu'au même moment, celle-ci avait la même image d'elle. En même temps que ces hallucinations visuelles, des voix commencèrent à la tourmenter, qu'elle ne reconnaissait pas et qu'elle ne savait pas expliquer. Quand elle était dans la rue, cette voix disait, je cite, c'est Madame P. Elle marche. Où va-t-elle? Fin de citation. Chacun de ses mouvements et de ses actes était commenté. Parfois, elle entendait des menaces et des reproches. Tous ces symptômes s'aggravaient quand elle était en société ou dans la rue. Elle refusait pour cette raison de sortir. Elle se mit à dire par la suite que manger la dégoûtait, et son état empira rapidement. Voilà ce que j'ai appris d'elle quand elle est venue à Vienne l'hiver 1895 pour suivre un traitement chez moi. J'ai présenté ces données en détail pour produire chez le lecteur l'impression qu'il s'agit effectivement ici d'une forme assez courante de paranoïa chronique, jugement auquel s'accordent les symptômes et les comportements que je m'apprête à décrire en détail. Elle me cachait alors les constructions délirantes dont elle se servait pour interpréter ses hallucinations, ou bien elle n'était pas encore apparue. Son intelligence n'était pas diminuée. On m'avait juste rapporté ce fait surprenant. Elle avait donné plusieurs fois un rendez-vous à son frère qui habitait dans le quartier pour lui faire une confidence, mais ne lui avait finalement jamais rien dit. Elle ne parlait jamais de ses hallucinations et ne mentionnait presque plus vers la fin les offenses et les persécutions dont elle souffrait. Ce que j'ai maintenant à rapporter de cette patiente concerne l'étiologie de ce cas et le mécanisme des hallucinations. J'ai découvert son étiologie en appliquant, comme dans un cas d'hystérie, la méthode de Breuer pour d'abord étudier en profondeur et écarter ces hallucinations. Je partais de la présupposition qu'il devait y avoir dans ce cas de paranoïa
comme dans les deux autres névroses de défense qui me sont connues, des pensées inconscientes et des souvenirs refoulés qu'il était possible de faire revenir à la conscience de la même façon, à condition de surmonter une certaine résistance. La patiente confirma aussitôt cette attente en se comportant au cours de l'analyse tout à fait comme une hystérique, par exemple, et en formulant, sous l'effet de l'attention portée à la pression de ma main, des pensées qu'elle ne se rappelait pas avoir eues, qu'elle ne comprenait pas au premier abord et qui contredisaient ses attentes. La présence de représentations inconscientes importantes était donc prouvée également pour un cas de paranoïa, et je pouvais espérer rapporter aussi au refoulement la compulsion de la paranoïa. La seule particularité était que les indications qui provenaient de l'inconscient étaient pour la plupart perçues sous forme d'hallucinations ou entendues intérieurement comme les voix qu'elle mentionnait. Sur l'origine des hallucinations visuelles ou du moins des images les plus intenses, j'appris la chose suivante. L'image du bas-ventre d'une femme était presque toujours accompagnée d'une sensation d'organe dans le bas-ventre, laquelle était beaucoup plus constante et très souvent n'était pas accompagnée d'images. Les premières images de bas-ventre de femmes étaient apparues dans l'établissement hydrothérapique quelques heures après avoir vu effectivement des femmes nues dans la salle des bains. Ces images s'avéraient donc être de simples reproductions d'une impression réelle. On pouvait supposer que ces impressions n'avaient été reproduites que parce qu'un grand intérêt s'y rattachait. La patiente me révéla l'information suivante. Elle avait eu alors honte pour ces femmes. Aussi loin que remontent ses souvenirs, elle a toujours eu honte d'être vue nue. Comme il me fallait considérer cette honte comme quelque chose de compulsif, j'en concluais conformément au mécanisme de défense qu'il devait y avoir là une expérience refoulée où elle n'avait pas eu honte. Je l'enjoignais à faire remonter en elle les souvenirs qui se rapportaient au thème de la honte. Elle me reproduisit avec promptitude une série de scènes allant de la 17e année jusqu'à la 8e, au cours desquelles elle avait eu honte de sa nudité au bain devant sa mère ou sa sœur, ou bien devant le médecin. Mais la série se terminait sur une scène à l'âge de 6 ans, où elle se déshabillait dans la chambre à coucher des enfants sans ressentir la moindre honte face à son frère qui était là. Suite à mes questions, il s'avéra qu'il y avait eu de nombreuses scènes de ce genre, et qu'elle et son frère avaient eu l'habitude pendant des années de se montrer nus l'un à l'autre avant d'aller se coucher. Je compris alors ce qu'avait signifié la pensée subite qu'on l'observait avant qu'elle aille se coucher. C'était un fragment intact du vieux souvenir auquel s'associait un reproche. Elle rattrapait maintenant la honte qu'elle n'avait pas eue enfant. Les progrès ultérieurs de l'analyse, qui débouchèrent aussi sur des solutions pour certains détails récurrents des descriptions cliniques de la paranoïa, me renforcèrent dans la supposition qu'il s'agissait ici d'une liaison infantile, comme cela est courant également dans l'étiologie de l'hystérie. Le début de sa dépression coïncidait avec une dispute entre son mari et son frère, suite à laquelle ce dernier ne mettait plus les pieds dans la maison de sa sœur. Elle avait toujours beaucoup aimé ce frère, et il lui manquait beaucoup à cette époque. Mais elle parla par ailleurs d'un moment au cours de sa maladie où, pour la première fois, tout était devenu clair. C'est-à-dire où elle était parvenue à la conviction que sa suspicion d'être méprisée par tout le monde et de faire l'objet d'offenses volontaires était vraie. Cette certitude lui était venue lors de la visite d'une de ses belles-sœurs qui, au cours de la conversation, avait lâché les paroles suivantes. Je cite. « S'il m'arrive quelque chose de la sorte, je le prends à la légère. » Fin de citation. Madame P. prit tout d'abord cette affirmation sans y voir de mal. Mais après que sa visiteuse l'eut quitté, il lui sembla que ces paroles contenaient un reproche à son égard, comme si elle avait l'habitude de prendre les choses sérieuses à la légère. À partir de ce moment-là, elle fut certaine qu'elle était victime d'une médisance générale. Quand je m'enquis auprès d'elle de ce qui lui donnait l'impression et le droit de rapporter ses paroles à elle-même, elle me répondit. Le ton sur lequel sa belle-sœur avait parlé l'avait convaincue de cela, ce qui est un détail caractéristique de la paranoïa. Je l'obligeai alors à se souvenir des paroles de la belle-sœur avant l'affirmation incriminée, et il s'avéra qu'elle avait raconté qu'il y avait eu chez ses parents toutes sortes de problèmes avec ses frères, et elle avait ensuite ajouté cette remarque sage, je cite, « Dans chaque famille, il se passe toutes sortes de choses sur lesquelles il vaut mieux tendre un voile. S'il vous arrive quelque chose de la sorte, prenez-le donc à la légère. » Fin de citation. Madame P. dut alors reconnaître que son humeur dépressive se rattachait à ces phrases qui précédaient la dernière affirmation de sa belle-sœur. Comme elle avait refoulé ces deux phrases, qui pouvaient réveiller le souvenir de sa relation avec son frère, et n'avait conservé en mémoire que la dernière phrase sans importance,
Il lui fallut rattacher à cette dernière phrase l'impression qu'elle avait que sa belle-sœur lui faisait un reproche. Comme le contenu de cette phrase ne fournissait aucune base à une telle impression, elle s'était détournée du contenu pour se jeter sur le ton sur lequel ces paroles avaient été prononcées. Il s'agit là d'un exemple vraisemblablement typique qui apporte la preuve du fait que les mésinterprétations de la paranoïa reposent sur un refoulement. Son comportement étrange, qui consistait à convier son frère à des rendez-vous où elle n'avait alors rien à lui dire, fut résolu également d'une façon étonnante. Son explication était la suivante. Elle pensait qu'il lui suffisait de la voir pour comprendre son mal, car il en connaissait la cause. Or, comme ce frère était effectivement la seule personne qui pouvait connaître l'étiologie de sa maladie, il en résultait qu'elle avait agi d'après un motif qu'elle ne comprenait pas elle-même de façon consciente, mais qui apparaissait entièrement justifié une fois qu'on lui avait attribué un sens tiré de l'inconscient. Je parvins ensuite à lui faire reproduire les différentes scènes où le rapport sexuel avec son frère avait atteint un point culminant. Durant ce travail de reproduction, la sensation de l'organe dans le bas-ventre se fit entendre comme on l'observe régulièrement dans l'analyse du résidu mnésique hystérique. L'image d'un ventre féminin nu apparaissait également lors de ces sensations, ou bien faisait défaut, selon que la scène en question s'était déroulée en pleine lumière ou dans l'obscurité. Le dégoût pour la nourriture s'expliquait également par un détail repoussant de ces actes. Une fois passé en revue la série de ces scènes, les sensations et images hallucinatoires disparurent et ne revinrent pas. J'avais donc appris que ces hallucinations n'étaient rien d'autre que des fragments du contenu des expériences infantiles refoulées, des symptômes du retour du refoulé. Je me tournais maintenant vers l'analyse des voix. Il convenait tout d'abord d'expliquer le fait qu'un contenu si indifférent, je cite, « Tiens, c'est Madame P qui marche, elle cherche maintenant un appartement, etc. » fin de citation, pouvait être ressenti comme si douloureux, et ensuite, par quel moyen des phrases aussi innocentes parvenaient à se distinguer par une amplification hallucinatoire. Il était clair d'emblée que ces voix ne pouvaient être des souvenirs reproduits de façon hallucinatoire comme les images et les sensations mentionnées précédemment, mais qu'il s'agissait plutôt de pensées s'exprimant à voix haute. La première fois où elle entendit des voix, la chose se produisit dans les circonstances suivantes. Elle avait lu entièrement captivée le beau récit d'Otto Ludwig et avait remarqué qu'au cours de sa lecture, des pensées émergeaient et réclamaient son attention. Elle était sortie juste après se promener sur la grande route et soudain, alors qu'elle passait devant une petite maison de paysans, les voix lui dirent, je cite, « Voilà à quoi ressemblait la maison de Hétérotei. Là se trouve la fontaine et là le buisson. Comme elle était heureuse malgré toute sa pauvreté. » Fin de citation. Ensuite, les voix lui répétèrent des passages entiers qu'elle venait de lire. Mais il n'en restait pas moins incompréhensible pourquoi c'était la maison, le buisson et la fontaine et les passages les plus insignifiants et les moins pertinents de cette fiction qui s'étaient ainsi imposés à son attention avec une force et une nécessité pathologique. Pourtant, la solution de cette énigme n'était pas difficile. L'analyse révéla qu'elle avait eu également d'autres pensées au cours de la lecture et qu'elle avait été excitée par de tout autre passage du livre. Face à ce matériel, s'était élevée une résistance qui refoulait ces éléments, parce que, selon des cheminements de pensée facilement démontrables, tout cela allait de pair avec sa crainte de la sexualité et débouchait en dernière ligne sur le réveil de vieilles expériences infantiles. Suite à cette censure exercée par le refoulement, les passages innocents et idylliques du livre qui se rattachaient aux passages interdits, par un rapport de contraste et de contiguïté, avaient gagné dans la conscience l'amplification que leur donnait le fait d'être dit à voix haute. La première pensée incidente refoulée renvoyait par exemple à la médisance à laquelle l'héroïne qui vivait isolée était exposée de la part de ses voisins. L'analogie avec sa propre personne fut facilement trouvée par la patiente elle-même. Elle vivait également dans une petite ville, ne fréquentait personne et se croyait méprisée par ses voisins. Cette méfiance à l'égard de ses voisins avait son fondement réel dans le fait qu'elle avait été obligée au début de se contenter d'un petit appartement dans lequel le mur de la chambre à coucher, contre lequel étaient placés les deux lits du jeune couple, était mitoyen de l'une des chambres des voisins. Le début de sa vie conjugale éveilla en elle une grande crainte de la sexualité, manifestement par le réveil inconscient de sa relation infantile au cours de laquelle elle avait joué avec son frère au papa et à la maman. Elle s'inquiétait constamment de ce que les voisins pouvaient entendre des paroles et des bruits à travers le mur qui les séparait. Cette honte se transforma chez elle en une méfiance à l'égard des voisins. Les voix qu'entendait la patiente devaient donc leur apparition au refoulement de pensée
qui, en dernière analyse, étaient des reproches suscités par une expérience analogue au traumatisme infantile. Ces voix étaient ainsi les symptômes du retour du refoulé, mais en même temps les conséquences d'un compromis entre la résistance du moi et la puissance du refoulé qui faisait retour. Ce compromis avait causé dans ce cas une déformation du refoulé qui le rendait méconnaissable. Dans d'autres cas où j'avais eu l'opportunité d'analyser les voix entendues par Madame P, la déformation était moins grande. Mais les voix entendues avaient toujours un caractère d'indétermination diplomatique. Les allusions offensantes étaient la plupart du temps profondément dissimulées. Le lien entre les phrases isolées était camouflé par une expression étrange, une forme linguistique inhabituelle, etc. Caractéristiques qui sont le propre en général des hallucinations auditives des paranoïaques et dans lesquelles je décèle la trace de la déformation générée par le compromis. Les paroles, je cite, Tiens, c'est Madame P qui marche, elle cherche un appartement dans la rue, fin de citation, signifiait par exemple la menace qu'elle ne guérirait jamais, car je lui avais promis qu'après le traitement, elle serait en mesure de retourner dans la petite ville où son mari travaillait. Elle avait loué provisoirement un appartement à Vienne pour quelques mois. À quelques rares occasions, Madame P entendit également des menaces plus précises, par exemple au sujet de la famille de son mari. La formulation discrète de ces menaces contrastait pourtant toujours avec le tourment que ces voix lui causaient. Conformément à ce que l'on sait par ailleurs des paranoïaques, je suis enclin à supposer un affaiblissement progressif de la résistance qui atténue les reproches, de telle sorte que la défense finit par échouer complètement et que le reproche originel, le terme injurieux que l'on veut s'épargner, revient dans sa forme inaltérée. Cependant, je ne sais pas s'il s'agit d'une évolution constante, ni si la censure exercée sur les énoncés du reproche peut être absente dès le début, ou au contraire se maintenir jusqu'au bout. Il ne me reste plus qu'à mettre à profit les éclaircissements tirés de ce cas de paranoïa dans une comparaison de la paranoïa avec la névrose obsessionnelle, dans l'une comme dans l'autre. Il a été prouvé que le refoulement est le cœur du mécanisme psychique. Le refoulé est dans les deux cas une expérience sexuelle infantile. Dans ce cas de paranoïa également, chaque compulsion provient du refoulement. Les symptômes de la paranoïa admettent une classification semblable à celle qui s'est avérée justifiée pour la névrose obsessionnelle. Une partie des symptômes provient également de la défense primaire, à savoir toutes les idées délirantes de méfiance, de soupçon et de persécution par les autres. Dans la névrose obsessionnelle, le reproche initial a été refoulé par la formation du symptôme primaire de défense, la méfiance de soi. Au cours de ce processus, le reproche a été reconnu comme justifié et en compensation. La valeur que s'est forgée le scrupule au cours de la période intermédiaire saine du malade l'empêche d'accorder sa croyance au reproche qui revient sous la forme d'une obsession. Dans la paranoïa, le reproche est refoulé d'une façon que l'on peut qualifier de projection du fait que le symptôme défensif de la méfiance à l'égard des autres est créé. La reconnaissance est ainsi retirée au reproche et comme pour se venger, le malade est par la suite privé de protection contre les reproches qui reviennent sous la forme d'idées délirantes. D'autres symptômes, apparus dans mon cas de paranoïa, peuvent être définis comme des symptômes du retour du refoulé. Ils portent en eux également, comme les symptômes de la névrose obsessionnelle, les marques du compromis qui seul leur ouvre l'accès à la conscience. L'idée délirante d'être observé en train de se déshabiller, les hallucinations visuelles et sensorielles et l'impression d'entendre des voix sont de cette sorte. Il y a dans l'idée délirante mentionnée un contenu mnésique presque intact qui n'est devenu indéterminé que sous l'effet de l'omission. Le retour du refoulé dans les images visuelles se rapproche plus du caractère de l'hystérie que de celui de la névrose obsessionnelle. Cependant, l'hystérie a coutume de répéter ces symboles mnésiques sans modification, alors que l'hallucination mnésique paranoïaque subit une déformation comme cela a lieu dans la névrose obsessionnelle. Une image moderne analogue prend la place de l'image refoulée. C'est là un fait très caractéristique de la paranoïa, que les reproches refoulés reviennent sous la forme de pensées dites à voix haute. Pour revenir, elles doivent se plier à une double déformation. Une censure qui conduit à leur remplacement par d'autres pensées qui leur sont associées, ou à leur dissimulation sous une formulation indéterminée, et leur mise en relation avec des expériences récentes qui sont simplement analogues aux expériences anciennes. Le troisième groupe de symptômes que l'on trouve dans la névrose obsessionnelle, les symptômes de la défense secondaire, ne peut être présent en tant que tel dans la paranoïa, car aucune défense ne peut se faire valoir contre les symptômes qui font retour et auxquels le malade accorde sa croyance. À la place,
Il y a dans la paranoïa une autre source de formation de symptômes. Les idées délirantes parvenues à la conscience par l'entremise d'un compromis posent des exigences au travail de la pensée du moi jusqu'à ce qu'elles puissent être acceptées sans la moindre opposition. Comme ces idées ne sont pas influençables en elles-mêmes, le moi doit s'en accommoder. Et ainsi la formation délirante combinatoire, le délire d'interprétation qui débouche sur une altération du moi, correspond ici aux symptômes de la défense secondaire dans la névrose obsessionnelle. Mon cas était incomplet de ce point de vue. Il ne montrait à l'époque aucun signe des tentatives d'interprétation qui n'apparurent que par la suite. Mais je ne doute pas que l'on puisse établir un résultat important si l'on emploie la psychanalyse également à ce stade de la paranoïa. Il devrait en résulter que la soi-disant faiblesse de la mémoire chez les paranoïaques est une faiblesse tendancieuse, c'est-à-dire qui repose également sur le refoulement et qui sert ses intentions. C'est après coup que sont refoulés et remplacés les souvenirs non pathogènes qui entrent en contradiction avec l'altération du moi qu'exigent de façon impérative les symptômes du retour du refoulé. Je vous remercie.